Nour était un pauvre orphelin qui rêvait de devenir aventurier pour fuir la misère, mais il fut partout rejeté car jugé incapable. N'ayant pas d'autre choix, il entraîne son unique compétence à l'épée pendant 14 ans jusqu'à devenir le plus puissant des Gunners et séduire toutes les filles qu'il veut. Tout commence quand Nour trouve un guide de l'aventurier dans sa ferme, celui que son père lui lisait quand il était petit. Puis il se rappelle que sa mère lui a dit avant de mourir de vivre sa vie pleinement. Il décide donc de suivre son rêve et de devenir un aventurier. Le lendemain, il se recueille devant ses parents avant de partir pour la capitale afin de trouver la guilde des aventuriers. Une fois sur place, il demande à être inscrit comme aventurier. Mais après avoir jeté un œil à ce nabot délirant, le maître de guilde lui dit d'aller jouer avec des cailloux. Cependant, après que Nour a raconté sa vie tragique, le maître décide de lui donner sa chance, mais lui explique qu'il doit acquérir une compétence. Par la suite, Nour trouve l'académie d'escrime de la ville et s'y inscrit. Mais après des mois d'entraînement, Maître Sig lui dit d'abandonner car il n'a appris qu'une technique de parade inutile. Malgré cela, Nour refuse d'abandonner son rêve et s'inscrit immédiatement dans d'autres académies. Espérant maîtriser toutes les autres compétences, il n'apprend pourtant que les formes les plus basiques des autres magies et se fait renvoyer. Finalement, il retourne voir le maître de guilde, qui est choqué par son incompétence, et lui dit qu'il ne pourra jamais devenir un aventurier. N'ayant plus d'autre option, Nour rentre chez lui et décide de passer tout son temps à perfectionner la parade apprise avec Maître Sig. Après 14 années d'entraînement ininterrompu, il est désormais capable de parer plus de 1000 épées en une seule respiration. Il décide donc de retourner dans la capitale pour tenter une nouvelle fois de réaliser ses rêves. Cette fois, il rencontre une réceptionniste, mais après avoir examiné ses compétences, elle refuse toujours de l'inscrire. Et lui explique qu'être un expert en blocage ne change rien au fait qu'il est un faiblard sans talent. Heureusement, le maître de guilde arrive et le reconnaît, ils vont donc boire un verre ensemble et Nour lui explique son entraînement. Après avoir examiné ses compétences une fois de plus, le maître de guilde lui dit qu'il existe en fait des aventuriers de rang F, mais qu'à la différence des autres qui partent en quête, ils ne seraient autorisés qu'à effectuer des tâches subalternes pour les habitants de la ville. Nour accepte avec enthousiasme et devient enfin un aventurier officiellement inscrit. Quelques semaines plus tard, Nour termine un travail pour un chantier, mais après avoir été payé, il entend des cris dans un donjon voisin et s'y précipite. Il voit alors la princesse Lynn enchaînée par un sort, tandis que ses chevaliers tentent d'empêcher un minotaure colossal de la décapiter. En quelques secondes, le minotaure réduit ses chevaliers en morceaux de chair éparpillés dans tout le donjon. Mais alors qu'il s'apprête à la tuer elle aussi, Nour saisit une épée et lui lance une pierre dans l'œil. Il se met aussitôt à le poursuivre et tente de lui transpercer la poitrine avec ses cornes. Mais Nour le bloque avec désinvolture et envoie la bête de 10 tonnes s'écraser contre le mur. Malgré cela, elle se relève et continue d'attaquer. Mais un puissant anneau magique attire soudain son attention sur Lynn et elle se met à courir vers elle. Voyant cela, Nour utilise une compétence de pas de plume pour augmenter sa vitesse et bloque l'attaque juste à temps. Même après que son épée a été coupée en deux, il continue de parer chaque coup et finit par dévier la hache du Minotaure dans son propre coup. Lynn le remercie ensuite de lui avoir sauvé la vie, mais quand elle lui demande son nom, il lui dit de ne pas s'en soucier et s'en va. Juste avant qu'une autre escouade de chevaliers n'arrive en renfort. Plusieurs minutes plus tard, Lynn fait une prière pour les chevaliers massacrés par le Minotaure démoniaque juste avant que son chevalier gardien Inès n'arrive et s'excuse de son absence. Après que Lynn lui a dit de ne pas s'inquiéter, un autre chevalier, nommé Lord Draken, suggère de retourner au palais car son frère a demandé à la voir. Le lendemain, le prince Rain parle à Draken de sa conversation avec Lynn et dit que quelqu'un devait être responsable de son invocation. Car les Minotaures ne se trouvent que dans les régions les plus profondes du donjon. Draken est d'accord avec lui et explique ensuite comment. Un puissant mage nommé Oken a examiné l'anneau qui a invoqué le Minotaure et a dit qu'il provenait de l'empire magique de Deridas. Cela permet à Rain de découvrir qui est le coupable, mais il décide d'en discuter plus tard et demande s'ils ont réussi à trouver le guerrier surpuissant qui a vaincu le Minotaure en quelques secondes. Draken lui dit alors que des membres de leur corps secret ont essayé de le suivre et ont dit qu'il avait soudainement disparu sous leurs yeux. Pendant que Rain continue de chercher qui il est, Nour entre dans la guilde et voit le maître de guilde qui lui demande immédiatement s'il va bien. Car personne ne l'a vu après l'apparition du démon hier. Nour explique ensuite comment il a décidé de rentrer chez lui après avoir réalisé qu'il était suivi et s'excuse de l'avoir inquiété. Alors que le maître de guilde continue de jacasser sur la puissance du démon et dit que seul un héros puissant aurait pu facilement vaincre une bête de rang A.
Nour pense bêtement qu'il a eu de la chance, car avoir passé toute sa vie dans une ferme lui a fait croire que le Minotaure n'était qu'un taureau déchaîné. Le maître de guilde lui remet alors son paiement. Mais Lynn apparaît soudainement et dit qu'elle a dû utiliser une compétence de détection spéciale pour le trouver. Alors qu'elle tente d'entamer une conversation, tout le monde dans la guilde commence à leur prêter une attention particulière. Elle suggère donc de sortir et propose d'utiliser un sort de dissimulation pour empêcher quiconque de détecter leur présence. Nour est un peu déconcertée par leur comportement à tous, ne réalisant pas qu'elle est la princesse du royaume. Le maître de guilde lui dit donc de ne rien dire ou faire de stupide. Quelques instants plus tard, elle trouve un endroit calme à l'extérieur pour le remercier dignement et dit qu'il a littéralement sauvé toute la ville en arrêtant le Minotaure. Mais Nour ne comprend toujours pas pourquoi son petit combat contre la vache folle est si important. Il s'excuse même de l'avoir interrompu. Elle dit qu'elle l'aurait sûrement vaincu avec sa magie, mais elle continue de le remercier et lui demande de venir voir son père. Il refuse poliment et lui dit qu'elle n'a vraiment rien à faire pour le remercier, mais elle insiste pour faire quelque chose afin de le remercier et lui propose de lui donner tout ce qu'il souhaite. Lorsqu'il refuse à nouveau, elle s'emporte et refuse de bouger tant qu'il n'aura pas accepté. Il accepte donc de voir son père, mais lui demande de ne rien faire d'autre. Quelques minutes plus tard, ils arrivent au palais familial et après que Nour a admiré l'immense domaine, Lynn le fait entrer. Cependant, il croise Inès en entrant, alors Lynn explique que c'est lui qui lui a sauvé la vie et demande à Inès où se trouve son père. Après l'avoir salué et expliqué que son père est en réunion avec Rain, Inès lance un regard noir à Nour avant de proposer de les escorter. Peu après, ils croisent un type imbu de lui-même nommé Gilbert, qui pointe aussitôt sa lance sur le visage de Nour et lui demande qui il est. Inès lui dit alors d'arrêter de jouer les durs, puisque Nour est l'invité de Lynn, mais alors qu'il passe devant, elle lui glisse discrètement de les suivre au cas où il faudrait renvoyer Nour chez lui dans un sac mortuaire. Au même moment, Rain dit au roi Clay que Deridas a sûrement orchestré l'attaque contre Lynn car ils lui ont refusé l'accès aux reliques du donjon. Après que Clay a dit que Deridas cherche la guerre, Lynn entre pour leur présenter Nour. Et tandis que tous s'agenouillent par respect, Nour s'approche de lui et dit qu'il n'est venu que parce que Lynn a insisté. Clay lui prend alors le bras pour le remercier d'avoir sauvé sa vie et lui demande s'il a des requêtes ou des souhaits. Comme d'habitude, Nour refuse tout cadeau spécial et dit qu'il a déjà tout ce qu'il lui faut. Mais après réflexion, Clay saisit une grande épée irrégulière derrière le trône et la lui propose. Nour est choqué par le poids fou de l'épée, mais s'inquiète surtout du regard soucieux de Rain, alors il demande à Clay si l'épée est un objet de valeur. Après que Clay a prétendu que c'est une épée banale trouvée lors d'une quête, Nour l'accepte, alors Clay lui dit de l'essayer. L'instant d'après, Nour la manie d'un seul bras et manque de briser toutes les vitres de la salle du trône, ce qui pétrifie Lynn et Inès, tandis que Rain et Gilbert n'en croient pas leurs yeux. Clay, lui, se met à rire et demande à Nour d'entraîner Lynn, mais Nour refuse aussitôt. Et il ajoute qu'elle devrait pouvoir choisir son propre maître. Sur ce, Clay le laisse enfin partir, et en sortant, il a la brillante idée d'utiliser l'épée pour curer les caniveaux. À ce moment-là, Inès lui demande un instant. Elle s'excuse pour son impolitesse de tout à l'heure avant d'expliquer que sa mission est de protéger toute la famille de Lynn. Après l'avoir remercié à nouveau d'avoir protégé Lynn, elle lui demande son nom et reste sous le choc quand il le lui donne. Mais elle cache vite cela et propose de l'aider pour tout ce dont il aura besoin. Avant de le menacer de lui faire d'autres cicatrices s'il reparle au roi si familièrement, dès qu'elle rentre, Gilbert arrive et demande à Nour de s'entraîner avec lui. Peu après, il emmène Nour dans une salle d'entraînement et lui dit de choisir une arme. Nour réalise alors que c'est l'occasion idéale de tester ses années d'entraînement, il prend donc une épée en bois et entre sur le ring. L'instant suivant, Gilbert déclenche une série d'attaques fulgurantes avec sa lance, mais Nour les esquive toutes facilement. Et il commence bientôt à penser que Gilbert lui facilite en fait la tâche. Quand il s'arrête soudain et dit à Gilbert de ne plus retenir ses coups, toute la salle se fige de choc, mais Gilbert accepte et triple sa vitesse en un instant. Nour le remarque vite, mais parvient tout de même à esquiver chaque attaque. Gilbert tente alors de le surprendre avec un coup puissant à la tête. Mais Nour l'esquive nonchalamment à la dernière seconde. Après avoir évité d'autres attaques, il s'arrête et dit à Gilbert de monter encore d'un cran. Cette fois, Gilbert s'énerve et décide de se donner à fond. Mais après avoir encore tout esquivé, Nour réalise qu'il est peut-être déjà à fond et commence à s'en vouloir. À ce moment, il sent une attaque dangereuse arriver, alors que Gilbert lance un coup puissant qui couvre la salle d'un nuage de poussière. Cependant, une fois la poussière retombée,
Il voit Nour de l'autre côté et se fige de choc, tandis que Nour décide d'abandonner pour qu'il arrête de s'humilier devant les recrues. Quelques minutes plus tard, Nour sort enfin du palais et prie pour ne jamais avoir à y retourner, tandis que les subordonnés de Gilberte se rassemblent pour se convaincre que Nour n'a survécu que parce que Gilberte utilisait une lance en bois. Alors qu'il continue de jacasser sur le talent de Gilberte, il repense à la première fois qu'il a pris une lance et a vite compris qu'il était destiné à la maîtriser. Au fil des ans, il a facilement battu tout adversaire ayant osé l'affronter en duel. Finalement, il s'est lassé de combattre des faibles et est parti pour la capitale, espérant trouver des adversaires de taille dans la garde royale ou le corps spécial chargé de protéger la famille royale. Là encore, il n'a trouvé personne à son niveau, à part Maître Sig, qui l'a rejoint dans les champs un après-midi, pour parler de cette obsession de trouver un adversaire digne de ce nom. Quand Sig a suggéré d'affronter Inès, Gilbert a affirmé qu'elle n'était pas non plus assez forte pour le battre en 1 contre 1. Avant de demander à Sig s'il n'était pas fatigué de former des faibles à l'académie des épéistes. Sig, lui, a alors rappelé qu'ils avaient besoin d'une armée entière pour protéger le royaume, et l'a assuré que quelqu'un de plus fort finirait par arriver. De retour au présent, Gilberte commence à se refaire tout le combat dans sa tête, et se rappelle avec quelle simplicité Nour agissait en parlant avec Clay. Cela le rend encore plus confus, car, contrairement à ce que pensait Nour, il se donnait réellement à fond pendant leur combat. Et il a dû utiliser sa redoutable technique Darkgrave dans une tentative de porter un seul coup, tout en se rappelant comment Nour avait décidé d'accepter la défaite par pitié. Il remarqua de larges fissures là où se tenait Nour et se demanda comment il avait pu déployer autant d'énergie tout en esquivant des coups à la vitesse de la lumière. Au même moment, Nour se remémore comment il a dû combiner renforcement physique et sort de pas de plume pour esquiver Gilbert, et croit toujours avoir eu de la chance de s'en sortir vivant. Le lendemain, il utilise l'épée comme un râteau de gouttière et s'enthousiasme de la facilité avec laquelle elle ramasse toute la saleté. Cependant, après des heures de travail, il fait une pause dans les bois et réalise qu'il n'a pas d'autres tâches pour les prochains jours, car l'accès au donjon était totalement scellé, ce qui signifie que l'entreprise de construction n'aura pas besoin de lui de sitôt. Après avoir songé à utiliser l'épée comme pagaie ou pelle à pizza, il décide d'ouvrir un stand de grillade pendant son temps libre et d'utiliser son sort de petite flamme, puisque c'est la seule chose qu'il a apprise d'Oken. L'instant d'après, Lynn apparaît. Il essaie donc de la saluer, mais se rappelle aussitôt l'avertissement d'Inès sur son ton trop familier. Cependant, Lynn insiste pour qu'il l'appelle par son nom habituel avant de lui demander la permission de devenir son assistante. Après qu'elle lui a expliqué à quel point elle lui serait utile, il décline poliment l'offre et dit qu'il n'a besoin d'elle pour rien. Mais elle refuse une fois de plus d'accepter un non comme réponse. Cette fois, cependant, Nour refuse également de céder à son entêtement. Elle commence alors à faire la démonstration de chaque compétence surpuissante qu'elle maîtrise pour le faire changer d'avis. Finalement, il se lasse de cette destruction inutile, mais la rejette quand même, alors elle décide de se vanter de tous ses exploits. Cela lui fait réaliser qu'elle le voit sincèrement comme un héros surpuissant, il décide donc de mettre fin à ses illusions et lui montre sa version du sort de Petite Flamme. Quelques minutes plus tard, elle repart vers la ville et se rappelle une légende populaire sur un petit garçon qui a suivi tous les programmes d'entraînement de la ville sans acquérir de compétences. Elle avait grandi en pensant que ce n'était qu'une histoire car personne n'avait pu supporter 2 programmes consécutifs. Mais après ce que Nour a fait dans le donjon, elle a commencé à faire le rapprochement. Il y eut aussi un moment par le passé où Oken, le plus grand magicien vivant, lui montra sa version la plus puissante du sort de Petite Flamme. Après avoir activé sa version actuelle du sort, elle repense à l'énorme boule de feu créée par Nour et comment. Il a dit que ses 5 autres compétences étaient du même niveau. Cela lui fait regretter d'avoir étalé ses compétences car elles ne sont manifestement rien comparées aux siennes. Cependant, elle est aussi intriguée par le fait qu'une personne si puissante mène sa vie quotidienne le plus simplement possible. Quelques heures plus tard, elle le retrouve en ville et décide de commencer à le suivre partout, jusqu'à ce qu'il soit convaincu qu'elle mérite qu'il lui accorde du temps. Le lendemain, Rain se demande si Clay délirait quand il a remis l'épée noire à Nour si nonchalamment. Il y a plusieurs années, alors qu'il était encore un aventurier, il est parti en quête dangereuse avec un groupe appelé les 6 Souverains pour explorer la partie la plus profonde du donjon. C'est lors de cette quête qu'il trouva l'épée et fut immédiatement intrigué par sa forme anormale. Il rapporta immédiatement l'épée en ville et fit appel aux plus grands forgerons et magiciens de la cité pour qu'ils mettent à l'épreuve leurs compétences les plus puissantes sur elle.
Mais personne ne parvient à entailler la lame, plongeant toute la ville dans la stupeur, puisqu'il est clair qu'elle a déjà subi des dégâts auparavant. De son côté, Noor choisit d'abandonner ses obsessions, accepte qu'il pourrait être la clé de quelque chose de plus grand, puis partage un petit déjeuner avec Lin avant d'aller demander du travail au maître de guilde, dans l'espoir de pouvoir enfin avancer et tourner la page. Peu de temps après, ils arrivent à la guilde et le maître de la guilde est naturellement choqué de voir le garçon à ordures le plus populaire de la ville travailler avec la princesse. Mais Lin lui demande d'oublier le protocole et de la traiter comme une aventurière ordinaire. Le maître de guilde comprend alors que Noor cherche du travail et il lui suggère donc que tous deux forment un groupe pour attaquer des gobelins qui terrorisent les bois aux abords de la ville. En entendant cela, les yeux de Noor s'illuminent d'excitation, car il ne s'attendait jamais à recevoir la permission de faire autre chose que de gratter les gouttières. Cependant, quand le maître lui rappelle que Lin doit accepter de faire équipe avec lui, il se sent mal et se demande si cela pourrait lui poser un problème. Heureusement, elle lui rappelle sa promesse de faire tout ce qu'il demande et accepte avec joie. Il prend donc l'épée et part pour accomplir la quête. C'est alors que le maître de guilde le rappelle, car son excitation lui a fait oublier que ils n'ont toujours pas demandé les détails de la quête. Le maître de guilde lui conseille d'être prudent, expliquant qu'il pourrait ne croiser aucun gobelin, car leur nombre a drastiquement diminué pour une raison étrange au cours des derniers jours. Bien plus tard, ils finissent enfin par entrer dans la forêt de la mort, et après avoir marché pendant plusieurs minutes, la compétence de détection de Lin ne parvient toujours pas à repérer la moindre trace d'activité de monstre. Noor décide alors de s'enfoncer encore plus loin dans la forêt, mais quelques minutes plus tard, Lin s'arrête soudainement et lui dit qu'elle a ressenti la présence d'un monstre puissant, juste devant eux, sans même prendre le temps de réfléchir. Noor décide d'aller voir de plus près et, après un bruit dans les arbres, il se fige de stupeur quand un gobelin, de la même taille que le titan colossal de Bertholdt, apparaît. À ce moment, Lin se rappelle que l'empereur gobelin était une modification génétique de l'espèce qui a terriblement mal tourné. Quand Noor lui dit soudain de se concentrer, elle décide de le suivre. Alors qu'ils essaient de trouver un plan, le gobelin commence à leur lancer des arbres entiers. Alors Noor utilise sa compétence parade pour les bloquer, tandis que Lin attaque le gobelin avec plusieurs compétences surpuissantes. Malgré cela, il continue de lancer des arbres, et Lin remarque enfin qu'il a une régénération ultra rapide. Après qu'elle lui a dit que les attaques normales ne marcheront pas tant qu'il aura cette monopierre au milieu du front, Noor lui demande d'utiliser son souffle de vent pour le propulser vers le gobelin. Elle lui demande immédiatement s'il est sérieux car une telle attaque le mettrait littéralement en pièces, mais il lui dit de se concentrer sur l'épée. L'instant d'après, elle l'envoie voler vers le gobelin. Et après avoir presque perdu connaissance à cause de la vitesse folle, Noor se concentre et parvient à bloquer une dernière attaque avant d'éjecter la monopierre de sa tête. Pendant qu'il perd la tête, Lin attrape la pierre, alors il lui dit d'abréger les souffrances du gobelin le plus vite possible pour qu'il ne souffre pas et elle entreprend de cuire lentement la bête enragée jusqu'à ce qu'elle finisse par tomber. Bien plus tard, Rain apprend tout ce qui s'est passé et s'inquiète. Les membres du corps secret expliquent alors comment l'empereur gobelin a réussi à rester caché pendant des jours et lui disent aussi que la pierre provient probablement de la sainte théocratie de Mithra. Cela le rend beaucoup plus inquiet car le royaume possède déjà de puissants mages qui devraient pouvoir détecter une magie d'un tel niveau alors qu'ils continuent d'en discuter. Noor et Lin retournent à la guilde pour raconter au maître de guilde tout ce qui s'est passé. Après avoir tout écouté, il est convaincu que Lin a fait le plus gros du travail alors que Noor s'est contenté de regarder. Mais quand Noor commence à décrire le gobelin et la monopierre sur sa tête, il s'embrouille et demande si ce qu'ils ont combattu était vraiment un gobelin ordinaire. Pour bien comprendre, il demande une preuve, s'attendant à ce qu'ils aient rapporté un morceau du gobelin comme il le leur avait dit plus tôt, mais Noor explique qu'ils ont dû le réduire en cendres. Des heures plus tard, Rain lit des rapports de civils, chacun se plaignant d'événements étranges qui ont récemment commencé à se produire dans le royaume. Après avoir lu attentivement chacun d'eux, il réalise que la nation rivale de Doritas a déjà commencé son plan d'infiltration. Il ordonne donc aux membres du corps de se rendre dans les régions touchées pour chercher des indices. Il leur dit également de convoquer les 6 souverains. Et après qu'ils sont partis faire ce qu'il a dit, ils s'inquiètent encore plus car ils n'ont aucune idée des dégâts qui sont sur le point d'être causés à travers le royaume. Ensuite, Noor et Lin partagent un repas grâce à la décision du maître de guilde de leur donner un peu d'argent en récompense pour avoir terminé leur première chasse. Alors qu'elle grignote avec enthousiasme la viande grillée, il commence à se demander si elle a aussi l'intention de le suivre jusque chez lui. Mais elle finit par lui dire qu'il est temps de retourner au palais.
Cependant, après qu'il l'a remercié pour son aide dans la quête, Rain arrive et lui demande soudainement de se rendre dans une ville du district montagneux. Noor est évidemment surpris par cette demande soudaine. Rain promet donc de le dédommager correctement et dit qu'il est le seul à qui ils peuvent confier cette mission. Le lendemain, il passe joyeusement la tête par la fenêtre du carrosse alors qu'il quitte la capitale, et s'enthousiasme car il ne s'attendait pas à connaître un tel luxe dans sa vie. Après avoir remarqué l'expression triste sur le visage de Lynn, il lui demande si elle n'apprécie pas la vue et tente d'engager la conversation sur la beauté du paysage. Mais elle s'excuse soudainement de l'avoir obligé à partir en voyage avec elle à l'improviste. Il lui dit alors de ne pas s'en faire, puisque Rain lui a déjà promis de tout lui rembourser. La veille au soir, il avait expliqué qu'il devait attendre dans le district montagneux jusqu'à ce qu'un message détermine s'il devait retourner à la capitale. Ou bien poursuivre leur voyage vers la sainte théocratie de Mithril. Quand Lynn s'inquiète de ce qui pourrait se passer en ville, Inès lui dit de ne se soucier de rien et promet de veiller sur sa sécurité. La nuit précédente, Rain lui avait aussi dit de se joindre à eux pour le voyage, mais il a expliqué que c'était surtout une mission pour s'assurer qu'il n'arrive rien à Lynn si le royaume venait à être détruit par Deridas. Après se plongeant dans ses souvenirs, il s'arrête près d'un ruisseau pour se reposer. Noor trouve alors un coin sous un arbre pour s'asseoir, et Inès le rejoint soudain pour s'excuser elle aussi de l'avoir fait participer au voyage. Une fois de plus, il lui dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, et demande pourquoi ils semblent tous si obsédés par ce voyage. Il lui rappelle ensuite qu'il peut se défendre et affirme qu'il peut facilement s'enfuir en cas d'urgence. Mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter de fuir car elle peut le protéger avec son bouclier. Cela attise sa curiosité car il ne l'a jamais vraiment vu à l'œuvre. Elle invoque alors le bouclier divin et explique que presque rien ne peut le briser. En l'observant de plus près, il se rappelle ce que Lynn lui a dit sur les capacités de Gilbert et réalise qu'ils sont tous vraiment incroyables. Il lui fait donc un compliment. Cependant, elle repense au jour où ses pouvoirs ont blessé une amie qui vivait avec elle dans un orphelinat. Heureusement, un puissant guérisseur nommé Saint l'a soignée. Et après qu'Oken a expliqué qu'elle possédait une capacité capable de détruire des nations. Le bouclier souverain d'Andalg l'a recueillie et a passé des années à l'entraîner pour qu'elle puisse la maîtriser. Quand Noor a mentionné son nom pour la première fois il y a quelques jours, elle s'est souvenue que Dandalg regrettait parfois son absence lors de leur mission passée. À l'époque, elle était toujours jalouse du fait qu'il y ait quelqu'un que Dandalg tenait en si haute estime. Et après que Noor est apparu au palais avec Lynn, sa jalousie a grandi en comprenant enfin pourquoi Dandalg ne cessait de parler de lui. Quelques minutes plus tard, ils reprennent la route et elle finit par décider de mettre ses sentiments de côté pour se concentrer sur la mission. Mais soudain, Noor repère une trace dans les champs et les prévient. Alors qu'elle dit que ce n'est probablement rien, Lynn regarde et lui dit immédiatement d'arrêter le carrosse car la trace bouge réellement. Elle utilise ensuite un sort de révélation magique pour neutraliser la barrière dissimulant un puissant dragon noir. Au même moment, de puissants monstres commencent à apparaître partout dans la capitale, et après qu'un soldat s'est précipité dans le bureau de Clay pour expliquer la situation actuelle. Rain lui dit de se concentrer sur l'évacuation des civils, tandis que les aventuriers et les membres des 6 souverains continuent de combattre les monstres. Après le départ du soldat, Clay dit à Rain que Deridas prenait la menace au sérieux et qu'il tente sûrement de détruire toute la ville en divisant leurs forces. Rain lui dit alors qu'ils n'auront au moins pas à s'inquiéter pour la sécurité de Lynn. Pendant ce temps, un garçon nommé Rollo, qui marchait avec le dragon noir, perd connaissance dès que le sort de Lynn le frappe. L'instant d'après, Noor se précipite pour le protéger du dragon, ignorant Inès qui lui ordonne de revenir alors qu'il continue de bloquer le dragon. Inès dit à Lynn d'utiliser sa vision magique pour bien observer le garçon et elle est choquée de réaliser qu'il s'agit en fait d'un démon. Peu avant, Rain avait expliqué comment les démons contrôlaient les monstres et avaient failli anéantir la sainte théocratie de Mithra. Cela a conduit les humains à chasser les démons jusqu'à ce qu'ils soient presque éteints. Après avoir réalisé que ce passé sanglant explique pourquoi Rollo emmène un dragon noir à la capitale, le dragon crache un épais nuage noir qui empoisonne aussitôt Noor et tout ce qui l'entoure. Alors que Noor commence à perdre ses fluides corporels par tous les orifices de son corps, Lynn tente de l'aider. Mais Inès utilise son bouclier pour l'arrêter, affirmant qu'ils ne peuvent plus rien faire à ce stade car personne n'a jamais survécu au venin du dragon noir après l'avoir reçu de plein fouet. Pour ne rien arranger, il se gonfle pour une nouvelle attaque. Elle déploie donc son bouclier pour protéger Lynn et s'excuse auprès de Noor d'avoir rompu sa promesse. Cependant, après qu'une griffe du dragon a percuté le bouclier, elle voit que Noor se bat encore et comprend pourquoi Dandalg le respectait autant.
Pourtant, après quelques minutes de plus à bloquer, Nour finit par s'effondrer et se prépare à rejoindre ses parents au ciel. Il y a des années, Rollo et d'autres démons furent jetés en prison. Condamnés à finir leur jour dans cette cellule sombre et moisie, ne survivant que de pain rassis et de ce que les gardes daignaient leur donner. Un jour, alors qu'ils se battaient pour un morceau de nourriture, Rollo leva les yeux vers le garde et le fixa un peu trop longtemps. Le garde l'emmena alors dans une autre cellule et le roua de coups pendant des heures jusqu'à ce qu'il crache du sang. Finalement, Rollo trouva le courage de demander s'il avait fait quelque chose pour mériter un tel traitement. En entendant cela, le garde perdit son sang-froid, lui dit qu'il n'avait pas le droit de parler et utilisa son visage comme un punching ball. Bientôt, Rollo pouvait à peine bouger et fut laissé en sang sur le sol froid pendant des jours, sans nourriture ni soins. Avec le temps, il s'habitua à la haine des humains et fut souvent exposé pour que des ratés puissent passer leur frustration sur lui. Cependant, il apprit vite à lire dans les pensées, et quand les gens le découvrirent, les passages à tabac reprirent. Peu après, le garde captura un dragon noir et lui ordonna de le transporter jusqu'au royaume de Clé, en échange d'un meilleur traitement pour lui et les autres démons emprisonnés. Le garde expliqua aussi qu'un échec entraînerait des coups et des tortures bien pires que tout ce qu'il avait déjà enduré. Rollo a donc fini par accepter à contre-cœur. Cependant, en traversant les champs de blé, le sort de Lyn a brisé son sceau sur le dragon, l'assommant avant qu'il ne puisse reprendre le contrôle. À cet instant, l'idée d'échouer dans sa mission et de faire souffrir ses semblables démons le terrifiait. Mais alors que le dragon s'avançait pour attaquer, il accepta son sort avec joie, pensant que cela mettrait enfin un terme à ses souffrances. Cependant, Nour a soudainement surgi pour le protéger, ce qui fut un choc car aucun humain n'avait jamais essayé de l'aider auparavant. Alors qu'il regardait, stupéfait, Nour fut empoisonné et utilisa vite son sort de bas niveau pour les guérir tous les deux du poison. Cependant, alors que le dragon continuait de cracher du poison, Nour décida d'en absorber la majeure partie tout en protégeant Rollo avec son sort de soins mineurs. Une fois de plus, Rollo n'en croyait pas ses yeux et ne pouvait que regarder Nour continuer à se battre avant de finir par s'évanouir. Il y a des années, Nour apprenait encore à se débrouiller seul après avoir échoué à devenir un aventurier. Il s'est donc rendu dans les bois pour cueillir des herbes pour une soupe maison. Plus tard, il a fini par préparer la soupe et en savourer chaque cuillerée, jusqu'à ce qu'il s'effondre dans une mare de son propre sang et réalise que la plante utilisée était hautement toxique. Grâce au sort de soins mineurs, il a réussi à rester en vie jusqu'au matin. Et après avoir évacué ce qui restait dans son organisme, il a trouvé un guide que sa mère avait fait pour l'aider à choisir les bonnes herbes comestibles. Bien qu'il ressente encore les effets de l'herbe, il a décidé de s'entraîner comme d'habitude. Mais à sa grande surprise, il a commencé à se sentir mieux en un rien de temps. Et il a décidé de retourner cueillir des herbes. Après avoir repéré la même fleur toxique qui avait failli l'envoyer au paradis, il s'est fait mordre par un serpent à pointe venimeux et s'est évanoui pour se réveiller quelques minutes plus tard et réaliser qu'il était complètement guéri. Des heures plus tard, il a fait griller le serpent pour son dîner avant de réaliser que son corps avait développé une sorte d'immunité anormale contre le poison. Au lieu de remercier Dieu, comme n'importe quelle personne normale le ferait. Il a commencé à tester ses limites en se laissant mordre par d'autres serpents et en changeant son régime alimentaire pour inclure toutes les créatures venimeuses qu'il pouvait trouver. Après des mois de pratique, il a réalisé qu'il pouvait facilement survivre à n'importe quel niveau de poison. Et ne s'évanouissait que dans les cas où la dose était exceptionnellement élevée. De retour au présent, son immunité anormale le sauve encore une fois, et après s'être assuré que Rollo va bien, il continue de bloquer le dragon et de lui briser les griffes jusqu'à ce qu'il décide de le frapper avec l'ultime bombe empoisonnée. Lyn voit ça et lui dit de fuir, mais juste au moment où le dragon tente de l'exploser, il lui plante l'épée dans la gueule, faisant exploser le poison par son dos et le désintégrant de l'intérieur. Alors que son cadavre fond lentement, il s'approche de Rollo et lui demande si tout va bien. Rollo dit alors qu'il va bien avant d'expliquer qu'il emmenait en fait le dragon vers la capitale. Nour, qui pense que le dragon qu'il vient de combattre est en fait une grenouille, commence aussitôt à paniquer et craint d'avoir empêché Rollo de livrer des provisions précieuses à la ville. Après avoir pensé à tout le temps que Rollo a dû passer à l'élever dans une ferme, il s'excuse d'avoir été si inconsidéré, mais Rollo l'arrête et lui dit que ce n'est pas grave. Alors Nour lui demande comment il a fait pour qu'il voyage avec lui. Rollo explique alors lentement sa capacité à contrôler les monstres, s'attendant à ce que Nour ait peur ou l'attaque, mais Nour s'enthousiasme d'entendre parler d'une telle compétence et qualifie cela de talent incroyable. Alors qu'il commence à expliquer tout ce qu'il pourrait probablement faire avec une telle compétence, Rollo explique que c'est en fait une chose courante pour les démons comme lui et demande à Nour pourquoi il n'a pas peur.
Nour est dérouté par la question et demande pourquoi il aurait peur en premier lieu. Alors Rollo explique plus en détail ce qu'il est et lui dit que les gens sont généralement plus prudents envers les démons. Nour lui dit alors que sa capacité est incroyable et affirme qu'il y a certainement des gens qui trouveraient quelqu'un comme lui extrêmement utile. Entendre ces mots déclenche une soudaine vague d'émotions que Rollo ne s'attendait pas à ressentir, alors il commence à pleurer et demande si quelqu'un comme lui peut être utile aux autres. Juste au moment où Nour s'approche pour lui tapoter la tête, Lynn accourt avec Inès et demande comment il est encore en vie, car aucun humain ne devrait pouvoir résister au venin d'un dragon noir. Après que Nour a dit qu'il allait parfaitement bien et lui a montré son bras, elle regarde de plus près et se souvient qu'Enceint lui a parlé de l'esprit sacré, une compétence de rang S qui purifie complètement le corps de toute attaque. Cependant, il a fallu plusieurs décennies à Saint pour la maîtriser, ce qui signifierait que Nour n'a mis que 14 ans pour être au même niveau que Saint. Quand il lui demande soudainement de jeter un œil à Rollo, elle s'inquiète de ce qu'il est réellement et dit à Nour d'être prudent. Nour suggère alors de l'emmener dans le carrosse, mais Lynn et Inès refusent immédiatement et expliquent à quel point il peut être dangereux. Malgré cela, Nour insiste pour l'aider, alors Inès l'observe de près et réalise qu'il est certainement un esclave juste à cause de son air timide et malnutri. Lynn réalise aussi qu'elle ne le juge que sur ce qu'elle a entendu et après l'avoir bien regardé, elle décide d'aider et soutient la suggestion de Nour de l'emmener. Cependant, Inès explique qu'ils ne peuvent pas l'emmener à la sainte théocratie de Mitra car les démons ont été bannis il y a bien longtemps. Alors qu'il tente de trouver une solution, un mercenaire aux yeux bandés nommé Zadu fait son apparition. Après avoir demandé à Rollo pourquoi il n'a pas fini sa mission, Nour demande s'il est celui qui a envoyé Rollo. Mais Zadu dit qu'il n'est qu'un simple exécutant et leur dit qu'il est seulement venu pour ramener Rollo. Nour est confus par cela, mais après avoir dit que le cadavre de Rollo a de la valeur, Zadu fonce pour l'attaquer. Heureusement, Nour le bloque et demande ce qu'il veut dire, alors il explique qu'il compte rendre service à ses employeurs en tuant Rollo pour leur livrer son corps sans vie. Il continue ensuite d'attaquer, mais Nour bloque chaque coup tandis que Lynn regarde, choquée et peine à suivre leurs mouvements incroyablement rapides. À ce moment-là, Inès lui dit de rester en arrière, car elle a aussi réalisé qu'ils ne peuvent rien faire pour arrêter Zadu. À cet instant, il parvient à sauter par-dessus Nour, mais alors qu'il tente d'atteindre Rollo, Nour bondit à nouveau et brise son épée avant de le repousser. Après un moment de réflexion, Zadu décide de tuer Nour en premier et le frappe avec une force incroyable qui le projette à quelques mètres en arrière. Nour est surpris par l'augmentation soudaine de sa force, mais Zadu lance alors une rafale d'attaque. Nour continue donc d'en bloquer un maximum, tout en commençant à réaliser qu'il est surpassé pour la toute première fois. Lynn, qui ne peut même pas les voir, décide d'aller l'aider, mais Inès l'arrête et dit qu'elles ne peuvent rien faire car Nour combat Zadu le mort-vivant, un ancien aventurier de rang S. Il y a des années, elle s'est rendue à une réunion avec les 6 souverains pour demander pourquoi la cible d'une affaire en cours avait été déclarée morte alors que l'enquête était toujours ouverte. Dandalg a rapidement reconnu l'affaire en question et a expliqué que la cible n'était enregistrée comme morte que pour empêcher les gens d'essayer de le tuer. Après avoir expliqué qu'il était un aventurier de rang S constamment visé par d'autres aventuriers de rang S, Gilberte s'est un peu emballée et a proposé d'aller le combattre. Cependant, ils lui ont tous dit de s'en tenir à ses faibles partenaires d'entraînement car Zadu lui trancherait la tête avant même qu'il ne cligne des yeux. Oken a ensuite expliqué que Zadu avait atteint le rang S très jeune et qu'il s'était rapidement hissé au sommet de la hiérarchie des aventuriers grâce à son absence de pitié. Avec le temps, d'autres aventuriers ont commencé à le traquer car il répondait toujours aux plus offrants et se moquait de qui ou de quoi il devait détruire tant qu'il était payé. Cela a entraîné la mise à prix de sa tête pour une somme colossale, mais alors que de plus en plus de gens essayaient de le tuer, le nombre de ses victimes a explosé. Après avoir finalement accepté un contrat et détruit un pays entier à lui seul, ils ont officiellement déclaré qu'il avait été tué au combat pour empêcher d'autres personnes de le poursuivre. De retour dans le champ de blé, Zadu vient de réaliser qu'il y a quelque chose d'anormal chez Nour. Et quand il se plaint d'avoir perdu toute sa collection d'épées, Nour propose de le rembourser si elles ont vraiment de la valeur. Zadu lui dit alors de ne pas s'en faire et réalise que cela a un rapport avec son épée, alors il lance sa dernière épée en l'air. L'instant d'après, cette épée se brise en des centaines de croix d'argent, chacune visant à la fois Nour et Rollo. Alors Nour commence à parer tout en utilisant son corps comme bouclier pour protéger Rollo. Après que Zadu a dit qu'il peut continuer à créer d'autres croix d'argent, Inès réalise que Nour ne tiendra pas longtemps et décide d'aider. Mais elle se souvient alors de sa promesse de protéger Lynn et hésite.
Cependant, après s'être rappelé comment elle a laissé Nour affronter seul le dragon noir, elle demande à Lyn la permission d'aider. À ce moment-là, Nour vient de bloquer un autre barrage de croix, alors Zadu tente une autre attaque pour le prendre au dépourvu. Heureusement, Inès intervient à ce moment pour l'aider, et après avoir dressé un bouclier pour bloquer toutes les croix, elle lance aussi une attaque sur Zadu pour l'occuper. Malgré cela, les croix continuent de passer, alors Nour cherche une solution et ramasse la dent et les crocs du dragon noir. Après avoir demandé à Inès d'ouvrir une brèche dans le bouclier, il utilise le renforcement physique pour tripler la force de son bras et lance les crocs du dragon sur les épées, brisant les croix à l'impact. Alors qu'il continue de détruire les épées, Zadu apparaît soudainement devant Inès et tente de la poignarder à l'œil, mais Nour le bloque à nouveau facilement et lui demande poliment d'arrêter les attaques surprises. Zadu remarque alors que sa lame la plus solide vient de se briser en deux. Il demande donc ce qu'il y a dans l'épée de Nour avant de reprendre ses attaques. Après quelques minutes de plus, sans réussir à porter un seul coup, il recule et décide d'en rester là pour aujourd'hui, car Nour a facilement détruit toute sa collection d'épées et a manifestement encore assez de force pour continuer à se battre. Après que Nour s'est excusé d'avoir encore détruit ses armes, Zadu l'appelle et leur dit de s'attendre à une célébration enflammée dans la capitale. Il dit ensuite à Rollo de remercier le dieu qu'il prie avant de tenter soudainement une dernière attaque surprise et de partir. Quelques instants plus tard, ils retournent au carrosse pour discuter de la célébration dont parlait Zadu. Mais quand Lyn suggère de retourner à la capitale pour voir ce qu'il en est, Rollo est terrifié et dit qu'ils ne peuvent pas y retourner. Nour explique alors qu'ils ne peuvent pas l'emmener à Mithra à cause de l'interdiction, mais Rollo lui dit qu'un autre monstre se dirige vers la capitale. Et comparé au dragon noir, il est plusieurs fois plus dangereux et détruira probablement toute la capitale. En entendant cela, Lyn décide de repartir et dit à Inès de ne pas essayer de l'arrêter car elle sait déjà ce que Rain lui a dit. Inès est surprise, alors Lyn lui rappelle qu'ils sont frères et sœurs. Rollo décide aussi de les suivre et dit que la personne qui contrôle le monstre est probablement aussi un démon. Après que Nour lui a frotté la tête pour le remercier, Lyn remarque qu'il est distrait et pense qu'il a de la peine pour Rollo, alors qu'en réalité, il regrette de ne pas avoir pris un morceau du dragon noir pour le manger. Alors qu'Inès commence à les ramener vers la capitale, Rain apprend que les citoyens ont été évacués avec succès et commence à se sentir un peu mieux. Mais il s'inquiète ensuite, car ils n'ont aucune idée d'où pourrait venir la prochaine attaque. À ce moment-là, il lève les yeux et remarque une sphère de dissimulation. Alors il attaque avec un sort de rupture de saut et regarde avec horreur un dragon de la calamité entrer dans leur espace aérien. Il y a des années, le père de Nour lui a appris la puissance des dragons, mais il était surtout obsédé par les héros de légende qui les battaient, alors son père lui a dit à quel point il devait être fort, juste pour survivre à une attaque. De retour au présent, il sent quelque chose de puissant depuis le carrosse et le dit à Lyn, mais elle ne l'écoute pas jusqu'à ce qu'elle regarde et voit le dragon de la calamité voler vers la ville. À cet instant, tous les habitants restés sur place se figent et regardent avec effroi le dragon arriver et détruire des maisons d'un simple battement d'ailes. En voyant cela, Rain manque de perdre le contrôle de sa vessie et réalise à quel point le roi Doridas est psychotique. Il ordonne donc l'évacuation immédiate de tous les habitants de la ville. Pendant ce temps, les 6 souverains tentent désespérément de repousser les hordes infinies de monstres qui les séparent, mais Gilberte parvient à retourner au château pour protéger Clay. Mais celui-ci refuse de partir et dit qu'il a une responsabilité envers le royaume. À ce moment-là, Lyn vient de tomber à genoux en disant à Inès que Clay et Rain resteront certainement en arrière pour s'assurer que tout le monde puisse quitter la ville. Après qu'elles ont convenu que le dragon allait probablement les réduire en cendres, Nour s'excite de voir un dragon pour la première fois et dit qu'il peut aller les aider si c'est si grave. Lyn est surprise d'entendre cela et demande comment. Il lui rappelle alors ce qui s'est passé contre l'empereur gobelin et dit qu'elle n'a qu'à utiliser la compétence de souffle de vent pour le propulser à nouveau vers la capitale. Cela lui fait réaliser qu'elle pense toujours comme une faible, contrairement à Nour, qui réfléchit comme un homme des cavernes délirant sans aucun instinct de survie. Pendant qu'elle se prépare à l'aider, Clay s'apprête à affronter le dragon et repense à la conversation qu'il a eue avec Doridas lorsqu'il a demandé l'accès au donjon. Doridas s'étonnait qu'il n'ait pas utilisé les trésors du donjon pour s'enrichir. Et quand Clay a expliqué qu'ils étaient prudents, car beaucoup de ces trésors pouvaient être dangereux, Doridas s'est moqué de sa faiblesse et a promis de prendre le donjon par la force. Peu après, il atteint un point élevé du château et se remémore le temps passé avec Lyn avant de décider de combattre le dragon.
Alors que le dragon s'approche de lui, Inès propose d'aider Lynn avec le sort de souffle de vent et crée un champ de force en forme de canon pour qu'elle puisse concentrer toute son énergie en une explosion surpuissante. Lorsqu'elle lui dit que l'explosion sera bien plus forte que la dernière fois, il tente de s'arrêter, mais elle lance le sort de souffle de vent et l'envoie voler vers la ville. Quelques instants plus tard, Clay voit que le dragon s'apprête à utiliser son souffle ancestral, une explosion puissante qui a anéanti tout l'Empire il y a plus d'un siècle. Sachant qu'il n'a aucune chance d'y survivre, il sort une épée appelée l'épée de souffle, qui canalise chaque once de vie de son porteur pour porter une attaque dévastatrice. En voyant cela, Rain et les souverains réalisent que Clay est sur le point de se sacrifier. Alors, ils regardent tous en silence et acceptent que la nation soit sur le point d'être détruite. Cependant, à la toute dernière seconde, Noor contre le souffle du dragon avec un coup brutal qui redirige l'explosion vers les plaines dégagées. Cela fait aussi tomber le dragon, mais il se relève vite et se demande comment un si petit homme a pu rassembler assez de force pour porter un coup aussi dévastateur. Furieux, il tente immédiatement de l'achever d'un puissant coup de queue, mais Noor le bloque facilement et réalise que le dragon redouté est bien moins effrayant que ce à quoi il vient de survivre. Quand Lynn l'a propulsé vers la ville, il a perdu connaissance et a failli s'écraser au sol. Mais après avoir réussi à reprendre connaissance, il a utilisé le renforcement physique et le pas de plume pour courir et sauter par-dessus les murs. Après ce retour dans ses souvenirs, il continue de combattre le dragon pendant que Lynn, Inès et Rollo tentent de le rejoindre. À ce moment-là, un gros rocher est lancé dans leur direction, mais Inès parvient à les protéger avant de voir 3 empereurs gobelins se diriger vers eux. En cherchant un plan d'évasion, Lynn se rappelle quand elle et Noor ont combattu le colossal empereur gobelin et réalise que ces 3-là sont des moins que rien à côté. Alors elle dit à Inès de se détendre. Cependant, alors que les gobelins courent vers elle, sa bravoure initiale s'évanouit jusqu'à ce que Rollo utilise ses pouvoirs pour immobiliser les gobelins. Lynn en profite immédiatement pour les geler, et après qu'Inès a utilisé ses pouvoirs pour créer une épée puissante, elle les met en pièces. Lynn se demande alors si Rollo sait à quel point il est puissant, car elle voit bien qu'il est toujours terrifié. Pendant ce temps, le dragon de la calamité s'énerve alors que Noor continue de lui briser les griffes comme si de rien n'était. Après quelques attaques de plus, elle s'envole et tente d'utiliser son souffle ancestral sur lui, mais il le dévie facilement avec son épée, choquant Clay et tous les autres. Le dragon, cependant, est encore plus surpris par cela et commence à hurler parce que Noor a refusé de reconnaître sa force. Dans une ultime tentative pour le dominer, il essaie de lui arracher la tête, mais il bloque à nouveau et lui ébrèche une dent au passage. L'instant d'après, il tombe juste devant lui et se soumet, alors il regarde autour de lui et décide que l'éliminer pour compenser tous les dégâts causés vaut bien cet effort supplémentaire. Après avoir aussi réalisé qu'il ne veut plus se battre, il s'assoit à ses côtés. À ce moment-là, Lynn et les autres accourent pour le rejoindre, alors il se relève et les assure qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter avant de remercier Rollo d'avoir calmé le dragon. Rollo est confus par cela et demande de quoi il parle. Noor dit qu'il voulait juste le remercier de son aide, car un dragon si puissant ne se serait jamais arrêté à cause de lui. Après que Rollo a expliqué qu'il n'y était pour rien, Noor se rappelle qu'il disait que ses pouvoirs effrayaient les gens et pense qu'il nie pour se protéger. Il décide alors d'accepter les dires de Rollo, mais lui demande soudainement de renvoyer le dragon. En entendant cela, Inès lui rappelle que c'est une créature dangereuse, et Lynn suggère même de lui trancher la tête. Mais Noor insiste pour le garder en vie et dit qu'il est inutile d'attaquer alors qu'il s'est déjà rendu. Après qu'ils sont tombés d'accord, Rollo hésite et dit qu'il peut seulement essayer de lui demander gentiment. Alors Noor lui dit que Lynn et Inès n'ont pas peur de ses pouvoirs pour le rassurer. Rollo s'approche alors et commence à communiquer avec le dragon, avant de se retourner pour dire à Noor qu'il n'obéira qu'aux ordres de son maître. Alors qu'Inès et Lynn sont choqués par le fait qu'il voit désormais Noor comme son maître, Noor est convaincu que c'est grâce à Rollo et lui demande s'il peut enfin renvoyer le dragon. Cependant, juste au moment où le vieux dragon s'envole, un rayon massif l'abat en plein ciel, les laissant tous sous le choc. À ce moment-là, Doridas le regarde s'écraser contre la montagne, et après avoir jeté un coup d'œil à la capitale, il invoque une armée armée jusqu'aux dents pour détruire ce qu'il reste. Il repense alors à la veille, quand son général d'armée lui expliquait tout l'équipement de nouvelle génération développé pour la guerre, alors qu'il planifiait avec enthousiasme de détruire le royaume de Clay. Un chevalier nommé Randius s'est avancé et lui a demandé de reconsidérer l'attaque, car elle ne serait pas bénéfique pour leur empire à long terme. Quand Doridas a refusé d'écouter, Randius a tenté d'expliquer pourquoi faire la guerre était inutile, mais Doridas l'a jeté à terre et a dit que rien ne l'empêcherait de s'emparer du donjon des reliques perdues. De retour au présent, Noor et les autres viennent de retrouver le dragon, mais Rollo suggère de s'approcher pour vérifier s'il a survécu à l'explosion.
À ce moment-là, Doridas les repère, mais il ignore Nour pour se concentrer sur Inès et Lynn. Après avoir appris qu'elle est l'une des légendes vivantes protégeant la famille royale, il ordonne à ses hommes d'utiliser le canon à plasma pour les rayer de la carte. Alors qu'ils activent le canon, Inès attrape Rollo et court se cacher dans un fossé, tandis que Lynn tente de rassembler assez de magie pour le bloquer. Juste au moment où elle réalise que le tir est bien trop puissant pour son bouclier divin, Nour le bloque avec l'épée noire et disperse les rayons sur le flanc de la montagne. En voyant cela, un général dit à Doridas qu'ils ont probablement mal visé avec le canon, alors il leur ordonne de le recharger pour un second tir. À ce moment-là, Nour a bien observé l'armée, alors il demande à Inès si elle a une idée de ce qu'ils comptent faire. Après lui avoir dit qu'ils ne s'arrêteront pas avant que la capitale ne soit détruite, elle suggère de battre en retraite pour rejoindre Rain et les autres afin de se préparer au combat. Lynn demande alors à Nour s'il veut aussi battre en retraite, mais alors qu'il s'apprête à dire qu'ils devraient fuir pour sauver leur peau, elle décide de rester et de se battre, pensant qu'il veut la même chose. À ce moment-là, Inès voit une pluie de rayons de plasma se diriger vers eux, alors elle utilise son bouclier pour bloquer l'attaque. Doridas se retire ensuite de la ligne de front et ordonne à ses soldats de s'assurer qu'ils ne survivent pas. N'ayant pas d'autre choix, Nour décide de distraire l'armée de Doridas en courant comme il le faisait en cherchant du miel il y a des années. Il dit ensuite à Lynn et Inès d'en profiter pour s'échapper, mais Lynn décide de l'aider avec sa compétence de souffle de vent. Il est confus et tente d'expliquer qu'il n'essaie pas d'affronter une armée entière tout seul, mais elle le projette dans les airs en un clin d'œil. Après avoir bloqué plusieurs tirs, il atterrit devant un millier de soldats et les désarme tous d'un seul coup d'épée. Pendant que Doridas essaie de comprendre ce qui vient de se passer, Nour continue de courir autour de son armée et détruit toutes leurs armes. Alors que les épées qu'il a lancées pleuvent sur les soldats, Doridas voit enfin Nour de près et réalise que c'est le type à l'allure de paysan qu'ils ont ignoré quand il a vu Inès et Lynn. À ce moment-là, Nour ramasse l'épée et commence à marcher vers lui. Doridas tente de fuir, mais se rappelle que son armure est en orichalque, un métal immensément puissant, alors il dégaine son épée pour affronter Nour. Cependant, Nour passe devant lui et projette leurs canons dans les airs pour s'assurer que toutes leurs armes soient détruites. Après qu'ils ont failli écraser Doridas, il tombe et tremble alors que Nour s'approche lentement et lâche l'épée juste devant lui. À cet instant, Doridas se souvient avoir vu l'épée derrière le trône de Clay et réalise que Nour doit être encore plus puissant car Clay devait utiliser ses deux mains pour la manier alors que Nour s'en sert comme d'une pelle. Cette réalisation lui fait perdre le contrôle de sa vessie, mais voyant que Nour essaie de reprendre son souffle, il monte vite sur un cheval et abandonne ses soldats blessés. Quand Nour a atterri devant l'armée de Doridas et a dévié toutes leurs armes, il a aperçu Doridas et s'est demandé pourquoi un seigneur portait une armure en or 24 carats sur le champ de bataille. Cependant, avec d'innombrables épées sur le point de tomber, il est reparti pour continuer à désarmer les soldats et a aussi détruit leurs chars au passage. Après cela, il est repassé devant Doridas en se demandant pourquoi il restait là sans rien faire, jusqu'à ce qu'il prenne enfin un moment pour reprendre son souffle. C'est alors que Doridas l'a reconnu et a sorti son épée. En voyant cela, Nour était seulement curieux de savoir comment le roi Bling Bling savait qui il était. Alors il s'est approché, mais a soudain réalisé qu'il devait encore détruire leurs canons. Après être parti détruire les derniers chars, il s'est inquiété pour Doridas et est revenu voir comment il allait. Mais à ce moment-là, Doridas était déjà au sol, se pissant dessus et demandant à Nour pourquoi il ne lui avait pas encore tranché la tête. Pour essayer de l'effrayer un peu moins, Nour a lâché l'épée et a tenté de calmer sa respiration avant de forcer un sourire pour montrer à Doridas qu'il n'était pas un psychopathe. Cependant, tout ce que Doridas a vu, c'est un démon sur le point de vider son âme sans valeur. Alors, il a rapidement sauté sur son cheval et s'est enfui. À ce moment-là, le corps de Nour commence à lâcher alors qu'il ressent enfin les effets d'avoir testé ses limites si longtemps. Mais juste au moment où il va s'évanouir, Main et Dandalg éliminent les derniers soldats qui tentent de l'attaquer. Peu après, Gilbert arrive et s'étonne de voir qu'il a décimé à lui seul toute une armée. Sig arrive aussi en renfort et remercie calmement Nour pour tout ce qu'il a fait avant de rejoindre Gilbert pour éliminer les soldats encore debout. Voyant cela, Sain dit à Oken qu'il avait spécifiquement demandé à Sig de ne pas les tuer, mais Oken lui rappelle qu'il n'aurait non plus de capitale où retourner si Doridas avait réussi. Sain insiste sur le fait que torturer les soldats pour obtenir des réponses aurait été la meilleure option, mais voyant l'air inquiet d'Oken, il prétend que c'était une blague. Oken invoque alors une escouade de mages pour capturer tout soldat ayant survécu à Sig, et après avoir créé un mur de terre pour les piéger, Sain dit à ses guérisseurs de soigner les survivants pour obtenir des réponses.
Alors que Dandalg et Mayne continuent de se battre, Noor réalise que les 6 souverains étaient les maîtres qui l'ont formé il y a des années. Quelques minutes plus tard, Lyn utilise ses capacités de guérison pour restaurer sa force, mais elle suggère tout de même de se reposer car il a dépensé trop d'énergie. Après lui avoir dit de ne pas s'inquiéter, Noor se relève et entend Sig dire que les soldats capturés ont fini par lâcher des infos sur le plan de Doridas pour le royaume. Il s'avère que l'armée était son ultime attaque, et comme ils en ont fini avec les monstres, Oken décide d'arrêter là car Doridas s'est probablement déjà échappé. Noor leur dit alors qu'il a vu Doridas, mais même après avoir décrit son armure, Oken insiste sur le fait que ça ne sert à rien de le poursuivre à moins de pouvoir voler. À ce moment-là, Noor se souvient du dragon, alors il les emmène le voir, et tandis qu'Oken a du mal à en croire ses yeux, Sain commence à soigner le dragon et rappelle à Oken qui est Noor. Après avoir discuté, Oken demande s'il peut vraiment faire en sorte que le dragon les porte tous, mais Noor explique que c'est Rollo qui est assez puissant pour donner des ordres. Surpris, Oken demande à Rollo s'il est vraiment si confiant en ses capacités, et quand Rollo dit qu'il n'a en fait aucune estime de soi, Oken manque de se pisser dessus de peur qu'ils viennent de signer leur arrêt de mort. Noor essaie alors d'expliquer ce qu'est Rollo, mais le dragon se réveille et commence immédiatement à hurler comme si c'était de leur faute s'il s'était fait exploser. Rollo utilise immédiatement ses pouvoirs pour comprendre ce qu'il ressent, mais Noor réalise facilement qu'il est furieux. Après que Rollo a dit qu'il voulait se venger, il décide de monter dessus et de l'aider à prendre sa revanche sur Doridas. Mais ensuite, Lyn et Inès décident de se joindre au voyage. Noor, de son côté, se rappelle sa peur du vide et regrette de les avoir emmenés voir le dragon avant d'accepter. Après que Sain ait également décidé de se joindre à eux, Karev apparaît et dit qu'ils auront besoin de ses capacités pour garder le dragon caché, car il pourrait s'approcher de la frontière de l'Empire. À ce moment, Clay et Rain arrivent aussi. Lyn court voir son père, tandis qu'Inès s'excuse auprès de Rain pour son échec. Après l'avoir rassuré, Clay demande à Rain de les rejoindre et de prendre les décisions importantes à sa place. Dès qu'ils sont sur le dos du dragon, Rollo donne le signal du départ et Dandalg demande à Sig pourquoi il n'a rien dit à Noor. Sig répond qu'en voyant ce qu'il a accompli sans eux, il a réalisé qu'il avait surestimé ses propres capacités. Quelques minutes plus tard, le dragon ancien atteint une rivière proche de la frontière, mais comme il ne trouve toujours aucune trace de Doridas, Karev suggère de faire demi-tour, car ils approchent du territoire de l'Empire et risquent d'être abattus en plein vol. C'est alors que Lyn aperçoit Doridas sur le pont, mais Karev insiste sur le fait qu'ils n'arriveront pas à temps. Ren prend alors un moment pour réfléchir et dit qu'ils doivent absolument le capturer, car il est probable qu'il prépare un plan encore plus ingénieux et qu'il déclare la guerre à la capitale dès qu'il aura reconstitué son armée. En entendant cela, Inès demande la permission de détruire leurs murs et leurs défenses, alors Rain lui dit d'y aller à fond puisqu'il pourrait avoir à utiliser les murs comme voie d'évasion. Après avoir tout détruit sur son passage, l'ancienne dragonne s'envole vers le territoire de l'Empire pour continuer à poursuivre Doridas, alors Lyn se prépare à ce qui pourrait être le plus grand combat de toute sa vie. Après avoir observé les environs et se souvenir qu'elle est aux côtés des plus puissants, elle remarque Noor en pleine méditation et pense qu'il se prépare sérieusement au combat sans réaliser qu'il s'est en fait endormi dès qu'ils ont décollé. Quelques minutes plus tard, Doridas rentre à son palais et commence aussitôt à blâmer ses conseillers, les traitant d'incapables pour avoir fourni des armes inutiles. L'instant d'après, il aperçoit le dragon foncer sur eux et manque de s'évanouir, ne comprenant pas comment il a pu survivre. Après s'être rappelé qui est Sain, il perd son sang-froid et hurle sur tout le monde pour trouver une solution. Randeus tente de le calmer, mais il continue de crier et lui ordonne de trouver une solution au lieu d'être un chevalier inutile. À ces mots, Randeus sort calmement avec un plan en tête, mais Doridas l'ignore et ordonne à ses subordonnés d'activer une arme nommée le Koronos. Ils le mettent tous en garde, expliquant que l'arme est encore trop instable, mais ils refusent d'écouter, affirmant qu'un seul tir suffira pour gagner. Une fois de plus, l'ingénieur en chef tente de le prévenir du danger d'utiliser cet appareil, mais Doridas le projette contre un mur d'un coup de pied et ordonne aux deux autres d'utiliser la détection de mana pour s'assurer qu'il y a assez d'énergie pour achever le dragon ancien. L'instant d'après, il détourne toute l'énergie de la ville pour alimenter l'arme et après que Doridas a donné l'ordre, il lance une puissante décharge vers le dragon ancestral, mais Noor la dévie au dernier moment, ce qui la redirige. En voyant cela, Doridas prend peur et demande pourquoi elle revient vers eux. Alors il lui rappelle les réglages de traçage de mana qu'il a suggérés et explique qu'elle se dirige vers leur réservoir de mana. Lorsqu'il recommence à les blâmer, il démissionne et s'enfuit pour se sauver. Le grand roi s'effondre alors en regardant son empire s'écrouler sous ses yeux. Quelques secondes plus tôt, Noor avait sauté du dos du dragon ancestral pour bloquer la décharge, mais il a fini par s'écraser sur le château high-tech de Doridas.
Alors que Randus et son ordre de chevaliers s'apprêtent à le décapiter pour avoir causé la perte de l'Empire, Nour intervient et leur dit de se calmer. Après le refus de Randus, ils chargent tous, mais il les repousse facilement et enfonce la tête de Doridas dans le sol pour le protéger. Randus demande alors s'il est un garde du corps, mais il explique qu'il ne veut juste pas qu'il tue un vieil homme manifestement faible et inutile. L'instant d'après, un chevalier lance une grenade magique, alors Nour projette Doridas contre un mur et demande pourquoi il l'attaque si c'est l'empereur. Ils expliquent ensuite qu'il a mis en danger la vie de tous les habitants de l'Empire et lui lancent encore quelques grenades. Mais Nour utilise la compétence pas de plume pour attraper Doridas et le plaquer au sol. Après avoir dit que Doridas va probablement bientôt passer l'arme à gauche, Nour demande pourquoi il ne laisse pas faire la nature. Randus explique alors qu'ils doivent le décapiter pour montrer à l'armée de Clé qu'ils n'ont jamais eu l'intention de déclencher une guerre. C'est alors que Rain et les autres entrent et Lyn court immédiatement vers Nour pour s'assurer qu'il va bien. Rain le remercie ensuite pour tout et promet de s'occuper du reste, alors Nour leur souhaite bonne chance et s'en va. Après avoir salué Randus et les autres chevaliers, Rain explique qu'ils n'ont pas non plus l'intention de se battre et veulent juste emmener Doridas pour ses crimes. Lorsque Doridas demande pardon, Rain lui promet de lui pardonner avant de soudain commencer à énumérer le nombre de personnes qui ont été soit dévorées par des monstres, soit écrasées par des décombres à cause de l'attaque qu'il a lancée sur la capitale. Il poursuit en disant que Doridas ne sera pardonné que s'il endure la même souffrance que toutes ces personnes. Mais Doridas est déconcerté par cela, alors Saint explique qu'ils vont littéralement le déchirer membre par membre et le rattacher à chaque fois pour qu'il puisse continuer à souffrir jusqu'à ce qu'il soit satisfait. En entendant cela, Doridas urine de peur et tente de supplier, mais Rain lui dit de ne pas s'inquiéter car il compte le garder en vie malgré tout. Peu après, Lyn guérit complètement Nour et après l'avoir remercié, il regarde les fourneaux à mana et se sent mal car il ne voulait pas causer autant de dégâts. Après qu'elle lui a dit de ne pas s'en faire, Rain revient avec les autres et lui annonce que la guerre est officiellement terminée. Doridas devant être mis derrière les barreaux, l'ordre des chevaliers a décidé de former son petit-fils pour qu'il reprenne le trône en temps voulu. C'est alors que Randus et les chevaliers viennent s'excuser auprès de Nour pour leur hostilité et le remercient de les avoir arrêtés car tuer Doridas aurait causé une guerre civile. Après leur avoir dit de ne pas s'en faire, Nour s'excuse pour les fours à mana et les remercie d'avoir construit un château aussi grand, car c'est la seule raison pour laquelle il a réussi à survivre après avoir sauté du dragon ancestral. En entendant cela, Randus se met à rire en réalisant enfin que Nour n'est qu'un hurluberlu doté d'une puissance démesurée. Mais ils promettent tous d'accourir s'il a un jour besoin d'aide pour quoi que ce soit. À ce moment, Rollo dit à Nour que le vieux dragon en a assez de l'Empire, alors ils se disent adieu et s'envolent. Bien plus tard, ils rentrent chez eux et Clé propose aussitôt une récompense à Nour, mais celui-ci refuse encore. Comme Clé insiste, il se rappelle la situation de Rollo et demande à Clé de le laisser vivre normalement en ville, bien soigné comme tout citoyen. Clé est surpris et réfléchit un instant, car loger un démon comme Rollo pourrait poser problème avec Mitra. Cependant, après que Nour ait refusé d'accepter quoi que ce soit d'autre et lui ait dit de détourner ses ressources vers les civils touchés, Clé se met à rire et accepte. Dans un rêve plus tard cette nuit-là, Rollo se souvient de son souhait de toujours, manger de la bonne nourriture et être utile aux gens sans recevoir en retour une raclée brutale. À son réveil, il descend dîner avec Inès, qui lui explique alors qu'il vivra avec elle dans un avenir proche. Quelques minutes plus tard, elle se rend compte qu'il n'a pas touché à la nourriture et lui dit de la manger, alors il prend lentement une bouchée de pain et se met immédiatement à pleurer de joie. Le lendemain, les civils évacués rentrent au royaume, alors Nour sort aussi pour voir comment tout le monde va. Après avoir constaté que le bâtiment de la guilde avait heureusement été épargné lors de l'attaque, il aperçoit l'enseigne et la ramasse avant de repenser au jour où le maître de la guilde avait appris qu'il n'avait réussi à maîtriser aucune compétence et avait refusé de faire de lui un aventurier. Avant tout cela, il a commencé par s'inscrire à l'académie des épéistes et a montré à Sig le permis qu'il avait obtenu du maître de la guilde, car c'était la première fois qu'un garçon aussi jeune se présentait pour s'entraîner. À la fin du premier jour, Sig vit ses mains en sang et fut convaincu qu'il abandonnerait avant le 10e jour. Mais 10 jours plus tard, il fut choqué de voir Nour s'entraîner encore et même surpasser les autres élèves. Quelques jours après, il leur présenta un nouvel exercice utilisant un rocher. Et alors que les autres avaient trop peur, Nour resta calme et utilisa sa parade pour le bloquer.
Même avec l'épaule démise, il reprit son épée pour continuer, faisant comprendre à Sig qu'il était fait d'un autre bois. Bientôt, il commença à le harceler pour maîtriser une compétence. Alors Sig l'emmena dehors un soir et fit une démonstration éclair pour voir s'il pouvait suivre. Alors que Nour l'admire, Sig pense que c'est trop dur pour lui, jusqu'à ce que Nour explique chaque étape du mouvement. À cet instant, il vit un potentiel infini et voulut faire de Nour une véritable arme vivante. Mais à la fin du stage de formation, Nour était toujours bloquée avec la même compétence de parade et comme elle n'était pas jugée suffisante pour l'inscrire, Sig lui a dit d'essayer un autre stage et s'est senti déçu, car il plaçait vraiment de grands espoirs en Nour. Dès le lendemain, Nour s'inscrivit au cours de Dandalg et comme prévu, la bête rousse fut surprise de voir un garçon à l'allure si chétive s'inscrire à un cours aussi brutal. Cependant, après des semaines d'entraînement, Nour était au même niveau que les meilleurs élèves de Dandalg. Alors qu'il s'entraînait avec des rochers un après-midi, l'un des hommes de Dandalg fit accidentellement tomber un énorme bloc de pierre vers eux, mais Nour resta en place, prêt à encaisser le choc. Dandalg s'est immédiatement précipité pour le sauver, mais fut impressionné par son cran, alors il décida lui aussi de faire de Nour l'arme ultime. Mais à la fin du cours, rien n'avait changé, alors il prit lui aussi la décision douloureuse de renvoyer Nour. Ensuite, ce fut le cours de tir à l'arc de Main, mais contrairement aux autres, elle voulut immédiatement que Nour parte dès son arrivée. Elle lui a donc dit d'essayer de toucher un bâton avec un caillou à plus d'1 kilomètre de distance. Après que Nour eut touché le bâton 2 fois avec désinvolture, elle accepta de le laisser s'entraîner. Mais au lieu d'un arc et de flèches comme les autres élèves, elle le fit s'entraîner en jetant des pierres sur un bouclier jusqu'à ce qu'il se fatigue et demande un arc et des flèches. Elle accepta à contre-cœur, mais sa poigne était bien trop forte pour un arc ordinaire. Et après qu'il eut détruit littéralement tous les arcs qu'elle avait en réserve, elle décida de lui laisser utiliser le sien, pensant qu'il serait bien trop puissant pour lui. Une fois de plus, il détruisit l'arc, alors elle le fit continuer avec des pierres et finit par lui demander comment il avait appris à lancer ainsi. Il expliqua ensuite comment il chassait un oiseau appelé le Thunderflash en lançant des pierres, mais elle eut du mal à le croire car les chasseurs et archers chevronnés trouvaient impossible d'attraper ce même oiseau. À la fin de son cours, il n'avait une fois de plus pas réussi à apprendre une compétence utile, alors elle le renvoya, mais se demanda pourquoi il s'embêtait avec toutes les statistiques incroyables qu'il avait déjà. Ensuite, il y eut le cours d'espionnage avec Karev et une fois de plus, Nour franchit facilement les étapes du cours, mais il ne parvint toujours pas à apprendre les bonnes compétences pour s'inscrire comme aventurier. Karev lui annonça donc la mauvaise nouvelle, tout en devinant qu'il possédait un immense potentiel. Après son départ, Nour s'inscrivit immédiatement au cours d'Oken. Mais après des semaines d'essais, il ne put utiliser la moindre trace de magie, alors Oken réalisa qu'aucun mana ne circulait en lui et suggéra de passer du temps dans la chambre de résonance de mana. Après l'avoir averti de sortir dès qu'il se sentirait mal, Oken partit et faillit se faire dessus quelques jours plus tard quand un autre élève lui dit que Nour était toujours dans la chambre. Il se précipita immédiatement pour sauver Nour, mais notre garçon se relaxait tranquillement pendant tout ce temps et a même chassé Oken pour pouvoir rester concentré. Malheureusement, à la fin du cours, il ne pouvait utiliser que le sort de la petite flamme, ce qui fit penser à Oken qu'il était un cas désespéré jusqu'à ce qu'il invoque 2 petites flammes des 2 mains, un exploit qu'il lui avait fallu 50 ans pour maîtriser. Malheureusement, ce n'était toujours pas suffisant pour qu'il soit enregistré, alors Nour partit et fit sa dernière escale à l'Académie des guérisseurs de Saint. Après que Saint a expliqué qu'il devait avoir reçu des bénédictions divines à la naissance pour être qualifié, Nour a refusé de partir, alors Saint l'a laissé dehors pendant des semaines jusqu'à ce qu'il frôle la mort à cause du froid brutal. Cependant, même après l'avoir entraîné de près pendant 3 mois, Nour ne parvenait toujours pas à développer de compétences utiles à part le soin mineur. Saint a donc décidé de le renvoyer lui aussi, mais lui a expliqué que sa capacité à utiliser le soin mineur n'était rien de moins qu'un miracle. Le lendemain, Saint a appris que Nour avait quitté la ville. Il a donc convoqué une réunion avec tous les autres et ils se sont tous emportés car, malgré ses échecs, ils voyant que Nour avait le potentiel de tous les surpasser. Après avoir convenu de le ramener et de l'entraîner ensemble, ils ont tous commencé à le chercher. De retour au présent, il entre dans la guilde pour rendre l'enseigne au maître de guilde. Et après avoir discuté de ce qui s'est passé ces derniers jours, le maître de guilde lui demande s'il veut du travail car la guilde de construction aurait bien besoin d'aide. Des heures plus tard, il commence à travailler sur un chantier et repense à tout ce qui s'est passé pendant que Clay et Rain discutent de la façon dont la sainte théocratie de Mithra a aidé Daridas à les attaquer, car les pierres de mana servant à contrôler ces monstres ne proviennent que de Mithra.
Après avoir convenu qu'ils ont encore beaucoup de soucis, Clay décide de se concentrer sur la reconstruction puisqu'ils ont toujours les 6 souverains et un aventurier de rang F surpuissant qui ignore même à quel point il est fort. Tôt le lendemain, Lynn arrive sur le chantier pour distribuer de la nourriture et après avoir repéré Noor, elle accourt pour lui dire bonjour et lui donne aussi du pain. Après avoir mangé, il décide lui aussi de se concentrer sur la reconstruction de la ville et sauve un autre ouvrier de la chute de débris. Pourquoi personne n'a-t-il pu trouver Noor alors qu'il a vécu dans les bois juste aux abords de la ville tout ce temps? Commentez partie 2 pour le savoir et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.